Contexte physique et définition de base. Petit graphique pour expliquer la différence entre l'eau en glace, solide, liquide, vapeur. Donc là, on va voir la différence. Donc en abscisse, en partie basse, il y a la température et en ordonnée, la pression. Quand l'eau passe de vapeur à liquide, on appelle ça la condensation. Quand elle passe de liquide à vapeur, on appelle ça l'évaporation. Quand elle passe de liquide à glace, la congélation. Inversement, décongélation. Et ça peut arriver, en fonction de la pression, etc., de vapeur à glace, la désublimation, et de glace à vapeur, la sublimation. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que sur la partie droite, en dessin, c'est schématique bien sûr, on voit la différence, surtout de place ou de taille, entre de l'eau vapeur, de l'eau liquide et de l'eau solide. H2O, du coup, H2, donc, hydrogène, et O, oxygène. Donc on a deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Ça prend une certaine place. Quand c'est en vapeur, c'est ouvert. Elles ne sont pas collées. En forme liquide, elles sont agglomérées, ça prend plus de place. Une goutte d'eau ou juste une molécule H2O liquide. Et ensuite, quand c'est forme de glace, ça se prend sous forme de cristal et ça prend plus de place. Et donc, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que entre de l'eau liquide, quand vous mettez une bouteille au frigo ou au congélateur, et après vous la retrouvez au congélateur en sous forme de glace éclatée, c'est que entre l'eau liquide et l'eau solide, ça prend 8% de place en plus. Donc vous allez me dire, mais pourquoi je vous raconte ça? Bah, si vous avez de l'eau dans un mur qui est bien condensé, et que cette eau qui condense, c'est en période hivernale, ben, l'eau dans le mur va prendre 8% de plus et donc dégrader. C'est une force incroyable. Donc dégrader les murs, les enduits, etc. Donc si vous n'avez pas géré ces problèmes de transfert de vapeur d'eau et ces points de condensation, vous avez un risque éventuellement en hiver, donc de création de liquide et de, de dégradation due au gel. Donc en fonction de où vous avez isolé, comment c'est isolé, etc., il y a un risque. La molécule d'eau mesure 0,3 nanomètres contre 14 nanomètres pour une molécule de dioxygène. Okay, une gouttelette d'eau contient à peu près 1000 molécules d'eau. Okay, ça fait donc 1 micromètre. Et des matériaux peuvent donc être étanches à l'eau liquide, mais donc non à la vapeur d'eau. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc on veut laisser la vapeur d'eau, mais l'eau liquide, on veut la retenir. Ok. Donc on va voir, c'est le principe après des freins de vapeur, des pare-vapeurs, etc. L'humidité relative, donc HR, des fois on dit hygrométrie, humidité relative, c'est la même chose. C'est l'équation, elle est là, hein. C'est la pression de vapeur par rapport à la pression de vapeur à saturation. Pression de vapeur donc d'eau, d'accord, par rapport à la pression de vapeur d'eau à saturation. On fait toujours ce qu'on mesure par rapport au maximum, ce qui est capable d'avoir après à une certaine pression. Donc on va faire des petits croquis pour vous expliquer. Donc là, dans l'air humide, il y a plusieurs molécules. Il y a l'oxygène, il y a le CO2, d'accord, il y a l'azote, ok. Donc l'azote, c'est diazote, CO2, ben, vous connaissez, H2O, oxygène. Voilà. Si on isole, par exemple, on prend 1 m3 d'air humide et qu'on prend que l'H2O, c'est la pression partielle de vapeur d'eau. Elle est partielle parce que on n'a jamais que de la vapeur d'eau. Hein, dans l'air, vous allez voir, vous avez vu, il y a 4 molécules au moins. Donc ça fait une certaine pression. Et en fonction de la température, il peut y avoir plus ou moins de molécules d'eau. C'est pour ça qu'en fonction de la température, on va avoir peut-être, là sur le graphique de droite, il y a par exemple 3 molécules d'H2O, enfin 4 pardon, et en fonction de la température, il y aurait pu avoir jusqu'à 6 ou 8. Donc, si on a 4 et on aurait pu avoir 8, ça fait 4 divisé par 8, on a une pression, enfin une hygrométrie de 50%. Donc ça va dépendre vraiment de plusieurs conditions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle est la pression de vapeur d'eau qu'on peut mesurer facilement. Ok, il y a
tout ce qui est hygromètre, permettent de mesurer cette pression. Et donc, on va introduire, pour ceux qui connaissent, diagramme de l'air humide, qui est un peu un point super important, qui va dépendre forcément de là où on se trouve, l'altitude, etc. Mais ça va nous permettre de comprendre des phénomènes très basiques, mais après, de les comprendre réellement pour se dire, bon, pourquoi ça condense et expliquer pourquoi ça condense. On a réussi, nous, à expliquer énormément de problèmes dans le bâtiment, juste en expliquant à notre client comment fonctionne le diagramme de l'air humide. C'est pour ça qu'on va passer 5 minutes ensemble à en parler. En partie basse, vous avez la température. D'accord ? La courbe rouge, c'est la courbe, vous voyez, à saturation. Donc, je vais zoomer dessus pour comprendre plus en détail. Plus on chauffe de l'air, d'accord, plus il peut avoir de vapeur d'eau. Plus l'air peut contenir de vapeur d'eau. À l'inverse, plus on refroidit de l'air, moins il peut avoir de vapeur d'eau. Okay. C'est physique, il n'y a pas de sujet là-dessus. Plus on chauffe, plus l'air peut contenir d'eau, plus on refroidit, moins on peut contenir de vapeur d'eau. C'est pour ça que dans le bâtiment, on a un réseau, quelque chose qui est froid, on a un risque de condensation. Parce que c'est froid, ça peut contenir moins de vapeur d'eau et ça condense. Prenons l'exemple très basique. On a une ambiance chaude à gauche, une ambiance froide à droite. Okay, la température est différente. 30 degrés à gauche, 10 degrés à droite. Mais pourtant, l'humidité relative est identique, 70%. Okay, le poids d'un mètre d'air sec, c'est 1,25 kg, plus ou moins. Okay, donc, quelle que soit la configuration, un mètre cube d'air sec, c'est 1,25 kg. À ça, il faut rajouter la pression par exemple de vapeur d'eau. Et donc forcément, comme là on n'a pas les mêmes configurations de température, on a dit plus on chauffe, plus il peut y avoir de vapeur d'eau, moins on chauffe, moins il peut y avoir de vapeur d'eau. Donc la pression de vapeur est différente, et donc la quantité de vapeur d'eau est différente. En l'occurrence, vous voyez, hygrométrie identique, température différente, à gauche 24 grammes d'eau, à droite 6,3 grammes d'eau. D'accord? Donc on a quand même, il y a 4 fois facteur 4 entre les deux. Pourtant, humidité relative identique. Et donc à saturation, c'est le maximum. Par exemple, là à gauche, il peut avoir 34 grammes et à droite 9 grammes. Petit graphique pour expliquer un petit peu les risques de condensation. Donc là, on rentre un peu plus dans le diagramme de l'air humide. Donc je rappelle, en abscisse, vous avez donc la température et en ordonnée, à droite, l'humidité relative qui va de 10 à 100%. Vous voyez, à droite, ça va 20, 40, 60, 80, 100%. Et ce qu'on aime bien donner, c'est assez intéressant, c'est que si vous prenez une température de l'air à 20 degrés, vous situez donc sur la partie abscisse à 20 degrés, et vous remontez jusqu'à 100%, okay, ça vous permet de voir le maximum que peut avoir d'eau à l'intérieur donc de cet air qui est donc à 20 degrés à 100% de vapeur d'eau. Et surtout, l'exemple qu'on aime bien faire, c'est à partir de quand ça vient condenser en fonction d'une certaine hygrométrie dans l'air. Donc on a fait quelques exemples. Prenons l'exemple d'un bâtiment où on va avoir 50% d'hygrométrie et une température à l'intérieur de 22 degrés. Okay. Donc déjà, par rapport à ça, vous pouvez savoir quelle est l'unité spécifique en grammes par kilogramme d'air sec et quelle est l'humidité absolue en grammes par mètre cube, sachant que 1 mètre cube d'air sec pèse 1,2 kg. Donc la valeur absolue, d'humidité absolue est égale à 1,2 fois la valeur d'humidité spécifique. C'est juste pour le savoir, ça. Okay, vous regardez le diagramme de l'air humide, que là j'ai représenté ici, un peu plus détaillé.
Et donc, vous vous trouvez donc à 20 degrés en partie basse et vous allez chercher donc la courbe donc de 50% d'hygrométrie. Ok? C'est le point rouge que j'ai noté sur le graphique. Et donc, la question qu'on se pose, parce que pourquoi on dit 20 degrés, enfin 22, c'est que on veut chauffer à 20, mais la plupart du temps, quand on mesure chez les clients, ils sont à 20,5, 21, 22. Ok. Et pourquoi 50% d'hygrométrie? C'est l'hygrométrie idéale où les gens se sentent le mieux. Ok. On dit entre 45 et 55, mais on va dire 50. La question que je vous pose, c'est, ok, quel est le risque, à partir de quelle température on a un risque de condensation de cette air à 22 degrés à 50% d'hygrométrie? Et bien c'est très simple, ce graphique y répond. Vous translatez ce point-là vers la gauche, d'accord? Donc plus ça va refroidir, le point il va passer de 50 à 60% d'hygrométrie, puis 70, puis 80, puis 90, puis 100. La courbe c'est tout à gauche. Et après, de ce point-là, qui est donc de l'air qui était à 20 degrés, 50% d'hygrométrie, vous l'avez refroidi. Donc plus vous l'avez refroidi, plus l'hygrométrie augmente jusqu'à saturation à 100%. Et après, vous vous translatez vers le bas pour voir à quelle température il faudrait pour que ça condense. En l'occurrence, là, 11 degrés. Ça veut dire qu'un air à 22 degrés, à 50% d'hygrométrie, s'il rencontre un élément, pont thermique, fenêtre simple vitrage, réseau d'eau glacée ou autre, va condenser. C'est physique. Okay. Ensuite, imaginons, la ventilation ne fonctionne plus, le taux d'humidité de la pièce passe à 70% d'humidité relative. Quelle est l'incidence sur le risque d'humidité? Vous pensez qu'on va condenser à plus haute température ou à plus basse température? Okay. Et quels sont les niveaux d'humidité spécifiques absolus et dans le bâtiment? Okay. L'intérêt, c'est ok, j'ai plus d'humidité parce que j'ai pas géré la ventilation, en l'occurrence. Bah, ce qui se passe, c'est que vous reproduisez pareil sur votre petit graphique. Vous vous mettez à 70% d'humidité, toujours à 22 degrés. Et là, vous condensez plus à 11 degrés, vous condensez à 17 degrés. D'accord? À titre indicatif, hein, une fenêtre double vitrage, même de bonne qualité, quand il fait 0 degré dehors, sera à 14-15 degrés. Ça veut dire que si vous chauffez assez fort, donc 22 degrés, et que vous avez un gros problème de ventilation, ou beaucoup de personnes dans un bâtiment qui n'était pas prévu pour, vous allez avoir des problèmes de condensation à une température de 17 degrés, donc vous allez condenser au niveau des doubles vitrages, par l'intérieur. Et alors, je ne vous parle même pas des angles, des ponts thermiques, etc. C'est encore pire. Voilà. Donc ce graphique-là permet de comprendre plein de phénomènes euh, problématiques dans le bâtiment. Donc le point de rosée augmente à 17 degrés, la température est toujours à 22 degrés, okay, il n'y a pas de condensation. Imaginons que pendant une période d'absence en hiver, le chauffage a été coupé, donc on chute à 14 degrés, d'accord, à l'intérieur du bâtiment, et toujours à 70%. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Quels sont les niveaux d'humidité spécifiques et absolus après dans le bâtiment? Donc forcément, ça va condenser, mais ce qui est super grâce à cette graphique, c'est que une fois que vous êtes à 100% d'humidité, vous venez réduire la température jusqu'à 14 degrés, et vous pouvez même savoir, comme là à droite, vous avez l'humidité spécifique en grammes par kilogramme d'air sec et absolu en grammes par mètre cube, vous pouvez même savoir en quelle quantité d'humidité vous pouvez récupérer, au final, qui va être condensé, dans les matériaux, en grammes. Donc vous avez un gramme d'eau par kilogramme d'air sec. Donc c'est quand même assez puissant. Voilà, ça on l'utilise un peu moins. Ce qui est important, je pense que vous reteniez, c'est à quelle température je vais pouvoir condenser. Généralement, quand on dit qu'on peut condenser à 11-12 degrés, c'est-à-dire que tous les simples vitrages, tous les endroits qui ne sont pas isolés ou très peu isolés, peuvent engendrer un point de condensation et donc un développement de moisissure.